Bienvenue à Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic Survivaliste et nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. Bonjour, cher opusomane. Bienvenue à l'opus 9, ou certains diraient l'opus IX, comme on a déjà entendu dans les nouvelles à la télé. Une animatrice qui avait confondu Kim Jong-un avec Kim Jong-un et Kim Jong-il avec Kim Jong-2. Elle a perdu son boulot. Donc, ben oui, nous voici de retour pour un opus 8. Il y a presque 2 semaines, une dizaine de jours. Je suis allé à Québec, aller prendre un verre avec... retrouver des amis et retrouver des gens qui avaient à peu près le même mindset, le même mode de pensée que je peux avoir. C'était très enrichissant. J'étais content de retrouver Stéphane Gay, le microbiologiste, d'Histomane. Il ne faut pas oublier Pan de Résistance, l'infatigable recherchiste. Et il y avait M. Brisson qui était candidat pour le PPC qui était présent. Et il y avait plein de gens intéressants que je ne connaissais pas et dont j'avais entendu parler. Ah oui, je m'en voudrais aussi d'oublier de mentionner la présence de Colette. Ceux qui suivent d'Histomane entendent souvent parler de Colette. C'est une femme extraordinaire qui mérite d'être connue. Bref, cette soirée-là, j'ai fait 7h15 de route pour à peu près 2 heures sur place. Disons 2h30. L'aller m'a pris 4h15. Il y avait de la neige. C'était épouvantable. Et ben, quand il y a beaucoup de neige, ben, il y a beaucoup de panique. Alors les gens roulent à 60 dans la voie de droite et dépassent à 61 dans la voie de gauche sur l'autoroute. Bref. Mais ce n'est pas ça qui m'énerve. J'ai une bonne voiture, j'ai des bons pneus. J'ai mon kit hivernal dans l'auto si je suis mal pris. Je ne crevais pas de froid ou de soif ou de quoi que ce soit. De toute façon, les probabilités que ça arrive sont assez faibles. Donc, ben c'est ça. Ça m'a fait du bien de voir des gens en personne. C'est beau communiquer par courriel, communiquer par Teams, communiquer de toutes sortes de manières, mais la présence de gens réels est irremplaçable. Et c'est peut-être un des trucs, un des héritages de la crise sanitaire. J'aime pas dire crise sanitaire. C'était pas une crise sanitaire. C'était une crise politique. Parce que le gros des dommages de la maladie COVID a été, dans le fond, la perte de liberté, la perte de la capacité de s'exprimer sereinement, la perte du débat public. Encore aujourd'hui, si vous essayez de déroger le moindrement de la ligne officielle, vous êtes dans des gros problèmes. La semaine dernière, vous savez, il y a eu le convoi des camionneurs l'hiver dernier qui s'est terminé par des injonctions qui ont été accordées par des juges pour libérer les voies d'accès aux frontières. On parle de droit commun ici, là. Et de la proclamation de la loi sur les mesures d'urgence qui a servi à toute fin pratique seulement à punir les manifestants et ceux qui les soutenaient. Je dis punir parce que ce n'est pas ça qui a fait dégager les rues. Ça a vraiment été l'émission d'injonction par des juges. Et dans la loi des mesures d'urgence, il y avait des trucs banals comme saisie des comptes bancaires, saisie des camions et toutes sortes de mesures inédites, jamais vues. Jusqu'à présent, les saisies, il y a 2 sortes de saisies au Canada. La saisie avant procès, au cas où on soupçonne qu'un des justiciables va essayer de faire disparaître son patrimoine. Ça, on voit ça dans des causes civiles. Et la saisie après jugement, c'est-à-dire
être reconnu coupable d'une amende au niveau judiciaire ou être condamné à des dommages au niveau civil. Ce qui fait que il y a toujours un juge qui va dire oui, allez saisir. Bon, il y a Revenu Canada qui a des pouvoirs de saisie. Mais ça, c'est. Bon, ça passe par des juges, mais disons que c'est assez condescendant tout ça. Toujours est-il que, sans jugement, sans même acte d'accusation, le simple fait de se retrouver sur une liste a fait en sorte que des gens ont vu leur compte bancaire être saisi. On a vu la même recette qui a été appliquée un peu partout depuis, et ça va être appliqué un peu avant, un peu partout sur la planète. Mais ça semble être une tendance internationale d'essayer d'avoir les gens au portefeuille. Vous savez, c'est extrêmement difficile de ramasser du patrimoine avec des taux d'imposition élevés. Si vous n'avez pas un taux d'imposition élevé, vous n'avez pratiquement pas de possibilité d'acquérir du patrimoine, que ce soit par l'épargne ou par des investissements. Et quand vous avez des revenus assez élevés, pour être capable d'en dégager une partie en épargne, bien, il y en a une énorme partie qui part en impôts. Et impôts et taxes de toutes sortes. Toujours est-il que ces gens-là se sont fait tout saisir, sans condamnation, sans même accusation. Et la semaine dernière avait lieu un exercice qui consistait à examiner le contexte comment dire, de la proclamation de la loi sur les mesures d'urgence. La loi prévoit qu'après une certaine période de temps, les gens doivent se retrouver devant un commissaire. Le gouvernement doit aller devant un commissaire pour justifier l'usage de la loi. Et c'est là qu'on a vu des choses intéressantes. Et il apparaît que le juge, le commissaire en fait, est très proche du Parti libéral, qui est le parti de Justin Trudeau. On a vu la vice-première ministre, Mme Chrystia Freeland, qui est la petite fille d'un dignitaire ukrainien proche des nazis, et qui a témoigné. Et elle semblait avoir une oreillette. Et à un moment donné, elle ne comprenait pas ce qui se disait dans l'oreillette. Elle a fait un signe vers son oreille pour dire « j'entends pas ». Et subitement, le commissaire a dit « bon, on va ajourner et puis on va revenir dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Est-ce que ça vous va? Oui, oui. » Et voilà. Depuis quand on va témoigner avec quelqu'un qui nous dicte quoi répondre dans les oreilles? J'ai jamais vu ça. Et Justin Trudeau est allé et il a juré ses grands dieux n'avoir traité personne de quoi que ce soit. Alors qu'il a traité, c'était dans les médias, il a traité les gens de racistes, d'intolérants, de sexistes, d'extrême droite, de nazis, tout ce que vous voulez. Ça ressemble à un exercice qui est fait pour dire oui, on a fait quelque chose et on n'a rien trouvé. Parce que si vous regardez ça, wow, il y a de l'entente et de la collusion là-dedans, mes amis. Et moi, vous savez, je suis un partisan de la loi et de l'ordre. L'autorité des juges, je respecte ça. Moi, ça vient de mon background. J'ai fait un bac en histoire, une licence pour les Français, les Européens. Et j'ai fait par la suite un bac en droit. Et c'est dans mes valeurs que la loi et l'ordre soient respectés et que les lois soient respectées et surtout qu'elles soient appliquées. Et il y a un principe fondamental en droit qui est celui non seulement du respect de la règle, mais aussi d'avoir l'apparence de respecter la règle. Surtout quand il s'agit de servants publics, de fonctionnaires, d'élus. Et là, je commence à douter. Oui, ça fait très longtemps que je sais que les juges des petites juridictions sont nommés par le bureau du premier ministre du Québec. Les juges de juridiction supérieure, c'est-à-dire Cour supérieure, Cour d'appel et Cour suprême,
sont nommés par le cabinet du premier ministre canadien. Oui, ça fait très longtemps que les donateurs et les soutiens libéraux, qui étaient avocats, sont majoritairement nommés juges. Il n'y a pas beaucoup de variété ou de diversité politique dans les nominations des juges. Ça, on savait tout ça. Mais on peut se dire, dans le bassin des juges libéraux, des avocats libéraux, il y en a qui sont honnêtes et qui ont de la probité et qui vont exercer leur métier de juge de manière correcte, sans parti pris et sans vouloir protéger qui que ce soit. Et là, quand j'ai vu cette commission-là, j'ai eu des doutes sérieux sur le comportement du commissaire. Mais enfin, c'est un doute. Je n'ai pas de preuves. Je n'aurai pas de preuves parce que je ne ferai pas de recherche là-dessus. Mais il n'y a pas apparence de sérénité et de détachement de la part du commissaire. Et on a vu aussi avec le traitement qu'il a donné à d'autres, aux opposants, évidemment, de la loi, qui était assez questionnable. Bref, ça se morpionne beaucoup. Et les choses sont de plus en plus apparentes. Notez aussi, ça n'a pas nécessairement rapport, notez aussi dans les événements publics, soyez à l'affût des symboles qui sont affichés, que ce soit des gestes de la main ou des symboles qui sont dans le décor à l'arrière. Essayez de remarquer tout ça, vous allez voir qu'il y a des choses troublantes qui apparaissent de plus en plus, un peu partout. Comme par exemple le nouveau logo. Je ne sais pas si c'est celui du Forum économique mondial ou d'une organisation qui est reliée. Mais ça a l'air d'une croix gammée, mais inversée. On dirait qu'il y a des choses qui sont en train d'apparaître, qui étaient en sous-marin et qui là, sont en train de faire surface volontairement. Mais bon, je suis sûrement un conspirationniste fini parce que j'ose questionner ce genre de truc. Vous savez tous que Elon Musk a racheté Twitter. Et assez rapidement, on a commencé à voir, pas vraiment des changements, mais plus de communication qui laissait entrevoir un Twitter qui serait plus libre. Bon, il y a eu toutes les drama queens de Twitter, les gens qui disaient « Ah ben moi, si Elon Musk achète, je vais quitter la compagnie. » Puis ils l'ont pas fait, évidemment. Et quand Musk les a mis à la porte, ben là, ils sont mis à pleurer. Mais Twitter, contrairement à tout ce qui s'est dit, ne s'est pas effondré. Au contraire, a battu des records d'utilisation. Mais je ne veux pas vous parler de Twitter. Je parle de ce sujet-là pour vous amener sur autre chose. L'histoire, c'est que Twitter nous permet d'entrer en communication avec des gens de partout, de les lire, de leur répondre et de pouvoir commencer à faire des échanges d'informations. Ça peut être du badinage, ça peut être de l'humour. Il y a d'excellents mimes qui circulent sur Twitter, je suis amateur. Mais il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent. Il y en a qui est vraie, il y en a qui est fausse, il y en a qui est tendancieuse, il y en a qui doit être interprétée ou enrichie, mais peu importe, ça circule. Et ça circule de plus en plus librement. Là-dessus, merci Elon Musk. Maintenant, le côté, si on veut, négatif pour ceux qui contrôlaient l'information à l'époque, c'est que ils ne sont plus en contrôle du narratif. Ils n'ont plus les moyens de censurer ce qui se passe sur Twitter. Elon Musk a publié un tweet dans lequel il disait plus il fouillait dans les algorithmes de Twitter, plus il découvrait des trucs horrifiants. Alors, ben, ça doit être justement les algorithmes qui font en sorte de censurer des gens dits de droite. Et je ne dirais pas que c'est des gens de droite qui étaient censurés.
bien qu'ils en faisaient partie, mais c'est ceux qui ne véhiculaient pas un certain narratif. Or, grâce à Twitter, j'ai vu un crétin, un imbécile, en fait, c'est un activiste, c'est à peu près la même chose, qui s'appelle le Marcheur de Québec. Le Marcheur de Québec va à Québec et prend des photos d'un pick-up qui a 2 roues qui sont sur le trottoir, bloquant ainsi le passage en empiétant de 15 cm sur la largeur du trottoir, des rues vides où il va dire que les rues ne servent que 5% du temps et ça sert juste à déposer des autos, puis que l'auto ne sert à rien, que c'est inutile, que c'est polluant, que c'est dangereux. Et là, quelques nunuches un peu partout qui vont toutes se planter devant des gros pick-up qui sont assez hauts, il faut le dire, ils sont hauts. Et ils disent, ah ben, je suis tellement petite que le pick-up ne me verrait jamais. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup de gens qui mourraient, OK? Non, les gens qui conduisent s'arrangent pour ne pas écraser qui que ce soit. Les accidents arrivent, mais c'est pas parce qu'on est dans un pick-up ou qu'on est dans un gros camion ou qu'on est dans un gros tracteur ou qu'on est dans une petite auto qu'on va faire plus d'accidents. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir que ça existait aussi en France et que ça existe dans d'autres pays aussi. Ces militants-là qui militent pour le retrait automobile. Mais vous savez, ils n'ont pas besoin de faire ça. Parce que de plus en plus en Occident, on va bannir les véhicules à essence. La vente de véhicules neufs à essence ou diesel en 2035 va être interdite d'à peu près partout en Occident. Là, tout le monde va applaudir. On ne peut pas être contre la vertu. Ça va être des voitures électriques, ça ne pollue pas. Bon, il y a des bémols là-dessus, mais il n'y aura plus d'émissions dans les villes. Parfait. OK. Grosse question. Est-ce qu'il va y avoir assez d'électricité pour alimenter ces voitures-là? Là, la question n'est pas conne. Parce que, voyez-vous, en France, problème d'alimentation électrique. Italie, problème d'alimentation électrique. Allemagne, problème d'alimentation électrique. Pologne, même chose. À peu près tous les pays d'Europe ont des problèmes d'énergie et ont des capacités limitées à produire de l'électricité. Remplacer le parc automobile par 20% de véhicules électriques. Vous venez de faire sauter la banque. Il n'y a plus un pays d'Europe qui va avoir la capacité de recharger les voitures. Alors pourquoi ils nous vendent des voitures électriques tout en nous interdisant les voitures à essence? Ben, le but, c'est tout simplement d'éliminer la voiture particulière et de faire des villes qui sont essentiellement piétonnes avec un peu de transport en commun, avec pratiquement pas de capacité pour les gens de voyager de manière autonome et indépendante. Ça va être fini là, après, peut-être pas 2035 juste, mais 2040, 2042, ça va être fini. Les idées d'aller partir le week-end en voiture et d'aller visiter la famille, ça va être par train ou par autobus, électrique évidemment. Et puis ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas d'autres possibilités. Si vous allez travailler, vous faites du 9 à 5, vous avez des enfants, ils sont en garderie, ben à 5 heures, vous partez de votre travail, en transport en commun, vous allez chercher votre enfant à la garderie, en transport en commun, et vous le ramenez à la maison en transport en commun. Il va être rendu 18h30, personne n'a mangé, il n'y a pas de repas de fait. C'est ça le genre de vie qu'ils veulent nous donner. Pensez-y un peu, là. C'est pas innocent tout ça. Il y a une campagne pour réduire volontairement
la quantité de véhicules automobiles sur les routes, les véhicules de particuliers, là, les voitures des individus. Évidemment qu'il va y avoir des super riches qui vont pouvoir avoir leur voiture parce que même s'ils payaient 5, 6, 7 fois le prix, ils ont les moyens de le faire, contrairement à vous. Alors, ces nouvelles politiques écologiques-là, qui elles vont toucher? D'abord, les gangs petits. Je ne sais pas si vous savez, là, mais au Québec, en région, le transport en commun, là, ça ne vaut pas de la marde. Ça, c'est quand il y en a. La majorité des gens doivent posséder un véhicule automobile pour se déplacer, pour aller travailler et gagner leur vie. Si on oblige à ce que ce soit des véhicules électriques, oubliez ça, ils n'auront jamais les moyens de s'en payer. Parce que le véhicule électrique coûte une fortune. Et croyez-moi que l'électricité va coûter aussi une fortune. Je vous dirais, c'est presque le but. Le but est d'en arriver à ce que tout coûte tellement cher que les gens soient forcés de réduire non seulement leur niveau de vie, non seulement le nombre de mètres carrés qu'ils occupent dans un appartement, mais aussi la distance par rapport au service. Le but étant de regrouper tout le monde au même endroit et de ne laisser à l'extérieur des villes que ceux qui produisent des trucs utiles à la ville et dans des activités qui ne peuvent pas être faites en ville, comme par exemple l'agriculture. La contrepartie de tout ça, c'est que ça exige énormément d'énergie pour gérer de tels systèmes parce qu'il va y avoir de la surveillance partout. Il va aussi y avoir de l'argent numérique, évidemment, pour éviter toutes les transactions qui ne seraient pas retraçables. Et de cette manière-là, ben, si jamais il arrive une panne d'électricité quelque part, tout va s'arrêter. Tout. Vous ne pourrez plus échanger d'argent. Vous ne pourrez plus acheter de biens. Vous ne pourrez plus vous déplacer. Ça va être gelé, dur. Si la panne dure 3 jours, bonne chance. Et puis si c'est une panne qui est causée par, je ne sais pas moi, des bombardements, ben c'est fini pour vous. Pour vous et tous ceux qui sont affectés. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui s'en vient et de porter beaucoup d'intérêt à ce que le Forum économique mondial propose. En fait, il ne propose pas, il l'impose. Partout en Occident, là, c'est toutes les mêmes politiques qui sont déployées. C'est un pensez-y bien. Et je sais qu'on se sent bien démuni, là, mais il faut d'abord, individuellement, se questionner. Tout ce qui nous est annoncé, évidemment, c'est toujours entouré d'objectifs vertueux. C'est pour le bien, c'est pour protéger les gens, c'est pour protéger la planète, c'est pour protéger ci et ça. C'est pour la sécurité. Sauf que c'est toujours des prétextes. La ratio de ces mesures-là, ce n'est jamais le prétexte qu'ils donnent. Par exemple, récemment, au sujet des armes à feu au Canada, il y a eu, si on fait un petit peu d'historique, il y a eu une tuerie en Nouvelle-Écosse, si je me souviens bien, au Nouveau-Brunswick. Un homme qui avait pris des armes dans un véhicule de police. Il avait réussi à abattre la policière. Il a pris les armes qui s'y trouvaient, dont des AR-15. Et il est parti dans une folie de tuerie. Il a tué je ne sais pas combien de personnes. C'est pas loin de la vingtaine, si je ne me trompe pas. Sur 2 ou 3 jours, dont d'autres policiers. Et finalement, ça s'est arrêté. Je pense qu'ils l'ont arrêté. Ou ils l'ont tué en l'arrêtant. Je ne sais pas. C'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que suite à ça, Trudeau a pris un arrêté en conseil pour interdire toutes les armes dites d'assaut ou toutes les armes de style assaut. Si vous connaissez un petit peu les armes à feu, un semi-auto de 5,56 mm à côté d'un autre semi-auto de 5,56 mm, la balle va sortir à peu près à la même vitesse,
va parcourir la même distance, et puis là, va peut-être être plus ou moins précise selon la conception de l'arme à feu et de son canon et d'un tas de facteurs. Et ça, qu'elle ait un style militaire ou qu'elle ait un style traditionnel, ça n'a aucune incidence sur la performance de l'arme. Mais donc, c'était ces armes-là qui devaient être bannies. Déjà en partant, c'est stupide. Parce que le gros des tueries qui sont commises ou des meurtres qui sont commis par des criminels, des gens. Je sais, quand on tue quelqu'un, on devient un criminel, OK? Je suis pas con, là. Mais il y a des gens qui sont criminels avant de tuer quelqu'un. Et c'est de ceux-là que je parle. De ceux qui vivent une vie criminelle. Une vie dans la criminalité. OK? L'écrasante majorité des meurtres sont commis par ces gens-là. Généralement, ça touche d'autres personnes comme eux. Des guerres de gang ou des guerres de motards ou quelqu'un qui a commencé à parler avec la police et va être éliminé. Des trucs de ce genre-là. Les propriétaires d'armes à feu, très bizarrement, j'avais fait la recherche à partir des chiffres de Statistique Canada. Les propriétaires d'armes à feu canadiens, ceux qui ont un permis du gouvernement, commettent 2 fois moins de meurtres que la moyenne canadienne. 2 fois moins. C'est quelque chose, là. Puis ils commettent 2 fois moins d'actes criminels tout court. Et des fois, ils vont être accusés aux criminels pour un truc con comme ne pas avoir entreposé correctement ses armes. Ça peut être traité de manière criminelle. Vous voyez, mais pour vous dire en général, là, les propriétaires légaux d'armes à feu sont les moins propices à commettre des meurtres dans tous les groupes de population. Qu'a fait Justin Trudeau? Il a déposé un projet de loi pour bannir les armes de style militaire. OK. Il en a profité pour inclure toutes sortes d'armes qui comprend parfois même des calibres 12 à pompe. Et ça, bon, OK. C'est peut-être des erreurs, c'est peut-être volontaire. Et récemment, il a mis un amendement surprise. En fait, il veut bannir toutes les armes semi-automatiques au Canada. Ça va devenir criminel de posséder une arme semi-automatique avec une munition à percussion centrale. Autrement dit, tous les petits calibres qui ne sont pas foncièrement très dangereux, tous les calibres peuvent tuer, là, OK? Mais dans une certaine perspective, ce sont des calibres qui sont inoffensifs, OK? Ces calibres-là sont exemptés. Mais tous les autres, il va être devenu criminel de les posséder. Et ça, c'est un amendement surprise qui n'avait pas été prévu par qui que ce soit. Le but déclaré est d'augmenter la sécurité des Canadiens dans les rues. Or, ce n'est pas cette clientèle-là qui tue dans les rues. C'est pas du tout cette clientèle-là. Quel va être l'effet de cet amendement-là sur ceux qui tuent dans les rues, les criminels d'habitude? L'effet va être absolument zéro. Aucun effet, parce que leurs armes, ils les importent clandestinement des États-Unis en passant par les réserves indiennes. Donc, on peut mettre les lois qu'on veut pour bannir les armes qu'on veut. Eux, ils s'en foutent. Ils s'approvisionnent aux États-Unis, où là, ils peuvent s'en procurer. Alors, tout ça pour la sécurité des Canadiens dans les rues. Et on sait que ça va n'avoir aucun effet. Bien, il y a un tas de mesures comme ça qui sont en train d'être prises un peu partout pour arriver à un résultat défini en utilisant un prétexte. Par exemple, Joe Biden a dit « OK, on va prendre du pétrole du Venezuela ». Et là, les pétroliers américains ont dit « OK, mais tant qu'à prendre du pétrole du Venezuela, pourquoi on ne peut pas driller puis continuer avec le pétrole de schiste et le gaz de schiste et exploiter ce qu'on a déjà plutôt que d'être interdit? » Non, ça reste interdit. Ce qui fait que les États-Unis augmentent leur dépendance
envers le pétrole étranger, alors que sous Donald Trump, ils étaient devenus le premier exportateur mondial. Et de cette manière-là, ils vont se retrouver avec une crise, une crise énergétique chez eux, eux aussi. Le Canada, je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour créer la crise énergétique. Je sais que peu de temps après avoir été réélu, le gouvernement du Québec a dit « Ah ben là, il va falloir réduire la consommation d'électricité, on va en manquer. » Alors qu'on venait de signer un contrat d'approvisionnement pour l'État de New York. Bref, tout ça, c'est cousu de fil blanc. Mais tout ça est en train d'être déployé sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Écoutez, chacun a sa manière de réagir, chacun a sa manière de résister. Une chose est sûre, chez les propriétaires légaux d'armes à feu, il y a une très grande part d'entre eux qui vont devenir bientôt des propriétaires illégaux d'armes à feu. Ils ne rendront pas leurs armes. Ils vont les cacher et ils vont espérer que de meilleurs temps vont arriver un jour. Ce qui est possible, mais pas garanti. Et puis, je peux vous dire que le trafic d'armes va considérablement augmenter au Canada. Tout ça pourquoi, dans le fond? Juste criminaliser les citoyens. Et surtout, prendre les moyens pour que les Canadiens ne puissent pas se défendre contre un gouvernement tyrannique. Parce que cette semaine, le Trudeau, dans la même commission, a déclaré qu'il ne trouvait pas ça acceptable que des gens manifestent pour obtenir des changements de politique du gouvernement. C'est fort! C'est fort! Fait que selon lui, on ne devrait pas manifester qu'on est en désaccord avec les politiques du gouvernement. Si ce n'est pas du totalitarisme, ça, il y a une intolérance face aux divergences d'opinion des citoyens et il a utilisé une bombe atomique pour étouffer ça, qui était la loi des mesures d'urgence. Puis là, ben, il s'en va désarmer les citoyens. Pensez-y. Pensez-y. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est simplement de camper sur nos positions, de refuser tout simplement tout ce qui nous apparaît comme étant inique et néfaste, et d'essayer de parler aux gens qu'on connaît pour leur démontrer les dangers. C'est par exemple l'argent numérique. Le jour où vous faites quelque chose qui va déplaire, vous pouvez vous faire bloquer l'accès à vos fonds et l'accès à tout. Ah non, ça se peut pas, le gouvernement ne fera jamais ça. Vous dites oui, le gouvernement fédéral le fait avec les camionneurs. Ils ont saisi leur compte bancaire et leurs camions. Ils n'avaient plus accès à aucun argent. Alors oui, le gouvernement peut le faire. Puis il va le faire beaucoup plus facilement avec l'argent numérique. Et l'autre, le gouvernement ne peut pas restreindre l'accès. Oui, le gouvernement le fait pendant la crise de la COVID, avec le passeport vaccinal et l'interdiction d'accès aux grandes surfaces, aux restaurants, aux lieux de loisirs, à tous ceux qui n'avaient pas de passeport vaccinal. Alors, tout ça a été vu, constaté, vécu. Il n'y a plus de raison de douter que ça peut revenir et que ça puisse revenir encore plus fort. C'est important d'en parler avec les vôtres. Allez-y pas avec des trucs de conspiration, avec les gens qui ont pris le vaccin, qui se retrouvent avec une MAC adresse détectable par un téléphone cellulaire. J'ai vu une dame qui parlait de ça, puis quand j'allais à Québec, là, elle était convaincue que ça arrivait. Moi, ce qu'elle m'avait raconté, dans le contexte où c'était raconté, c'était pas crédible. Je connaissais un peu l'informatique, là. Même pas pire, là. Et puis, ce qu'elle racontait était impossible. Ça ne pouvait pas. Est-ce qu'il y a des vaccins avec du graphène dedans qui pourraient se former et donner une configuration qui émettrait une MAC adresse?
je ne connais pas les possibilités avec le graphène. Fait que je peux pas le dire. Mais ce que la dame racontait, c'est impossible. Fait on évite ces sujets-là. On y va avec ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé pour vrai. Ce qui a été constaté. Si vous êtes au Québec, tout le monde a vu le passeport vaccinal ou a vu qu'il ne pouvait pas entrer s'il n'avait pas le passeport vaccinal. Tout le monde a entendu parler des camionneurs qui se sont fait saisir leur compte bancaire et leurs biens sans jugement judiciaire, simplement parce qu'ils faisaient chier Trudeau. Tout le monde a vu ça. Et c'est sur cet axe-là. Là, on n'est plus dans le gouvernement pourrait le faire. Non, on est dans le gouvernement l'a fait. Puis quand vous voyez que des gens commencent à accepter que, oui, ça présente un danger que le gouvernement ait autant de pouvoir, mais là, laissez-les macérer un petit peu. Puis allez-y tranquillement. Les gens ne sont pas cons. Les gens sont d'abord des êtres affectifs. Ils fonctionnent beaucoup aux émotions. Ils fonctionnent surtout aux émotions. Puis la manière qu'ils sont éduqués depuis 30 ans, ils sont éduqués à ne se fier qu'à leurs émotions, la raison servant à justifier les décisions prises sous les émotions. Et c'est dur de raisonner ces gens-là. Il faut que ça parte d'eux. Puis pour que ça parte d'eux, il faut leur montrer des incohérences. Puis pas de manière agressive. Il faut leur montrer qu'il y a des incohérences qui ne sont pas explicables avec le logiciel qu'ils ont. Elles ne sont pas explicables, elles ne sont pas justifiables, elles ne sont pas correctes en fonction de ce qu'ils croient, puis en fonction de ce qu'ils ont vu. Et puis tranquillement, là, vous allez pouvoir commencer à semer des doutes. Puis tranquillement, vous allez pouvoir commencer à peut-être puiser un petit peu plus loin.
veux vous parler d'un sujet plus local cette fois-ci. C'est en octobre dernier, on a eu une élection provinciale au Québec qui a vu des résultats assez surprenants. Le parti au pouvoir, qui était largement critiqué par la population, a été reconduit avec plus de députés. Et les trois autres partis qui se présentaient contre lui se sont retrouvés avec à peu près le même nombre de votes, mais avec une énorme disparité en termes de députés. Bon, il y a des explications à ces résultats-là. Je veux les donner parce qu'il s'est dit toutes sortes de conneries. Premièrement, on vit dans un système parlementaire britannique avec un scrutin uninominal à un tour. Ça veut dire qu'il y a un seul tour de vote et les votes sont compilés par circonscription. Celui qui a le plus de votes dans une circonscription l'emporte. Il n'aura pas la majorité des votes nécessairement. Il peut l'avoir. Mais s'il y a 35% des votes et que c'est le candidat qui a le plus grand nombre de votes, c'est lui qui l'emporte. Donc, le député ne représente pas nécessairement la majorité de la population de sa circonscription en termes d'orientation politique. Comme député, il représente la totalité de ses citoyens et il doit porter leurs dossiers, leurs demandes sur ses épaules également. Ça, c'est une autre paire de manches. Le système avait été conçu à l'origine dans un contexte où il y avait, au fond, en Angleterre, deux partis, les Whigs et les Tories. Les Whigs, c'était les libéraux, des gens qui voulaient plus d'autonomie face à la couronne, qui voulaient que le pouvoir royal soit moins fort et que ce soit dans les mains des bourgeois, par exemple. Que le pouvoir soit plus dans les mains des bourgeois. Les Tories, eux, ils sont devenus les conservateurs, les Whigs étaient les libéraux. Les Tories, eux, respectaient la couronne et se trouvaient bien dans un système comme ça, qui avait délégué une partie, mais pas tout, pas l'ensemble des pouvoirs régaliens. Et ça a duré comme ça pendant des siècles. Et puis, je crois que c'est au 19e siècle qu'il a commencé à apparaître des tiers partis en Angleterre. Le Labour, par exemple, qui est devenu le principal parti d'opposition et qui a pris le pouvoir à quelques reprises. Le Parti libéral ayant été pratiquement balayé de la carte avec les années. Et ça venait créer un petit peu de distorsion dans le système. Le Québec a le même système électoral. Et à la dernière élection, on avait 4 partis qui étaient assez forts, si on veut, pour être capables de pouvoir espérer gagner des députés. Or, la Coalition Avenir Québec, qui est la CAQ, qui est un héritage d'un ancien parti politique qui s'appelait l'Action démocratique du Québec, qui était plutôt à droite à l'époque, et qui est devenu la CAQ, a déjà accompli un mandat sous la direction de François Legault. Et François Legault, qui est un ancien ministre du Parti québécois. Donc, pendant le mandat de Legault est arrivée la COVID. Et là, c'est là qu'a commencé l'administration catastrophique, de mon point de vue, de cette crise-là, et extrêmement autoritaire avec McKinsey derrière, où là, François Legault s'est révélé comme étant une sorte de despote, despote bon enfant, mais néanmoins un despote parce que c'est lui qui prenait les décisions, ou du moins c'est lui qui les signait. Donc, ce parti-là se représente aux élections. Il y a eu tout un mouvement, le mouvement des camionneurs, qui était à Ottawa, mais qui protestait contre toutes les mesures, y compris les mesures au Québec. Et il y a eu beaucoup de manifestations contre les mesures dites sanitaires, et tout le monde se promettait de défaire la CAQ aux élections.
Résultat, la CAQ a augmenté le nombre de députés. Que s'est-il passé? Les trois partis d'opposition ont eu des pourcentages assez proches en termes de vote exprimé. En fait, je dis trois partis d'opposition, mais en réalité, ils étaient quatre. Depuis le début, je me suis trompé, veuillez me pardonner. Donc, je vais vous donner les résultats, vous allez pouvoir en juger par vous-même. La CAQ, 40,98% des votes exprimés, 90 députés. Le Parti libéral du Québec, 14,37% des votes exprimés, 21 députés. Québec solidaire des communistes, 15,43% des votes exprimés, 11 députés, 10 de moins que les libéraux, avec un point de pourcentage de plus. Parti québécois, 14,61% des votes exprimés, 3 députés. Ça, c'est pas tout à fait 1% de moins que Québec solidaire. Et c'est 8 députés de moins. Et Parti conservateur du Québec, 12,91% des votes exprimés, 0 députés. Vous comprenez que ça ruait un peu dans les brancards. Parce que 40% des votes donnent 72% des députés. Et 13% des votes donnent 0% des députés. Si 40% donnent 72% des députés, 60% des votes donnent 38% des députés. Mais pas, pardon, 28% des députés. Alors, vous voyez, il y a d'énormes distorsions en termes de représentativité. Et ça, je l'accepte. Et pourquoi je l'accepte? Parce que c'est le système qui est fait comme ça. Les conservateurs, on avait beaucoup de votes, trop répartis, pas suffisamment concentrés. Québec solidaire avait un peu plus de votes, mais très concentrés dans des circonscriptions où le communisme est florissant, où les gens sont contents de pouvoir recevoir de l'argent de l'État payé par les riches qui travaillent. Et le Parti québécois, c'est un peu le même phénomène que pour le Parti conservateur, sauf qu'évidemment, ils ont réussi à concentrer suffisamment de votes dans 3 circonscriptions. Mais écoutez, c'est décevant et c'est inquiétant pour la démocratie. Maintenant, il est arrivé un truc que j'ai pas tellement aimé. Vous connaissez sûrement Alexis Cossette-Trudel, qui est célèbre, qui est considéré par les médias comme un complotiste et conspirationniste et tout ce que vous voulez. Là. Vous savez, quand ils veulent détruire quelqu'un, ils trouvent toutes sortes d'étiquettes. Moi, je trouve plutôt que c'est je dirais un spin doctor, un créateur de narratif, quelqu'un qui donne du sens. Beaucoup disent, il nous informe. Non, ce n'est pas un informateur. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'information. Il fait de la création de narratifs. C'est correct quand on sait ce que c'est. C'est bien que quand on ne sait pas trop comment interpréter les nouvelles, que quelqu'un puisse nous proposer de donner du sens à ça. Mais ce n'est que du sens. Ce n'est pas de l'information en tant que telle. Bon, toujours est-il qu'il est sorti en disant que Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, avait trahi ses membres, les électeurs, au profit de qui, on ne sait pas, qui l'a payé, on ne sait pas, selon des sources sûres. Et il exigeait de pouvoir parler avec Éric Duhaime. Et, bon. Et là, ça a fait un petit scandale sur la place publique. Et le même Alexis Cossette-Trudel, qui n'était pas membre du parti, a dit à tout le monde, allez prendre votre carte de membre, on va aller déloger Éric Duhaime. J'ai trouvé ça bizarre.
Puis j'ai trouvé ça inquiétant aussi. Si tu as des preuves d'une trahison, ben, tu les amènes sur la place publique. Bon, tu peux peut-être pas amener ça au tribunal, là, mais tu peux certainement amener ça aux instances du parti. Tu peux amener ça en assemblée générale. Tu peux... Bon, il y a un tas de trucs que tu peux faire. Une telle attaque, après une performance quand même impressionnante, car, rappelons-le, le Parti conservateur du Québec était très marginal avant l'arrivée d'Éric Duhem, et en même pas un an et demi, il a fait passer des intentions de vote à un petit peu moins de 1%, jusqu'à pratiquement 13%. Mentionnons aussi que durant la campagne, il a connu des problèmes à cause des taxes non payées sur ses immeubles, et ça lui a fait mal. Ça lui a fait très mal. Parce qu'à un moment donné, il flirtait avec les 20% des votes. 20% des votes, là, ça l'aurait amené probablement autour de 15 députés. Peut-être. On ne sait pas. Toujours est-il que s'il n'y avait pas eu ça, il aurait pu faire élire des députés. Et bon, on a connu on a appris, dans le fond, que ce n'était pas de la fraude qu'Éric Duhem faisait, mais simplement un arrangement avec un ami, et l'ami n'avait pas les moyens de payer les taxes des immeubles de l'immeuble dans lequel il se trouvait, entre autres. Et puis bon, mais ça, c'est de la chronique, là, c'est accessoire. Mais ça lui a fait mal. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher une hypothétique trahison pour expliquer le résultat. On l'a vu là, dès cette histoire-là, là, ça a commencé à baisser, puis il n'y avait plus rien à faire quand le public passe sur quelque chose, ça s'arrête là, puis il faut juste attendre que l'incendie s'éteigne. Mais ça me surprend que quelqu'un comme Alexis Cossette-Trudel n'ait pas compris ça, alors que lui, il a fait, je pense qu'il a fait des études en sciences politiques, une maîtrise, je crois. Il a fait un doctorat en sciences des religions. Bref, c'est un gars intelligent, là. C'est pas un deux de pique, puis c'est pas quelqu'un qui peut parler à travers son chapeau. Il a même été candidat pour, je me répète plus, citoyen au pouvoir, c'est ça. Donc, il connaît la game politique, là. Il connaît. Alors, je comprends pas pourquoi il est sorti avec tout ça. Puis, c'est quelqu'un que j'avais suivi. J'avais même aidé à le lancer à l'époque quand j'avais ma chaîne. Peut-être c'est prétentieux de dire que j'avais aidé à le lancer, mais je l'avais accueilli sur ma chaîne une ou deux fois, et puis je l'avais laissé s'exprimer. C'était intéressant ce qu'il nous donnait. Ce qu'il nous donnait, c'était une explication du sens sur ce qui se passait aux États-Unis. Pas de preuves dures, mais une explication. Et tant que Trump était au pouvoir à l'époque, mais ça avait du sens. Et puis, par contre, quand a commencé la crise de la COVID, j'ai vu des incohérences dans son discours. Trump n'a rien signalé comme direction ou comme intention. Alexis Cossette-Trudel avait essayé de donner du sens. Et quand Trump s'est exprimé 2 semaines après, ben, il avait fait volte-face pour parler d'autre chose. Ce qui avait été encore plus patent, là, à ce moment-là, je me suis pas méfié, mais disons plus décortiqué encore ce qu'il disait. Et ce que j'ai trouvé de plus patent, c'était l'explication sur l'origine du virus et pourquoi ça aurait pu être pire et que ça ne l'a pas été. À l'origine, Xi, je ne sais plus trop quoi, là, le dirigeant de la Chine, avait comme projet, et travaillait avec les forces de l'ombre, et avait comme projet de relâcher un virus qui allait vraiment être très meurtrier. Et Trump, ayant appris ça, a contacté Xi et lui a dit, écoute, fais pas ton pas cool, viens-t'en avec nous du côté de la lumière, et là, je caricature, mais un peu, juste un peu. Viens du côté de la lumière, et puis relâche pas un virus comme ça. Alors Xi aurait dit, ben là, je me suis déjà engagé, là, ils vont m'éliminer si je ne relâche pas de virus. Et Trump il aurait dit, ben lâche un, mais inoffensif.
pas très dangereux. Alors, de cette manière-là, tu vas avoir l'air d'avoir fait ta job, mais malheureusement, ton virus, il n'agit pas comme prévu. Ah, OK. Et là, sont devenus deux bons amis et complices. En substance, c'était son explication sur le rôle de la Chine. Euh, comment dire? Je suis pas né d'hier, là. Puis j'ai trouvé ça absolument loufoque. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté de le regarder ou de l'écouter. Il était classé dans la catégorie non informative. Et ça, j'écoute pas ça tellement souvent. En général, dans ma vie, là. Alors, puis là, je le vois ressurgir avec des accusations de trahison contre, devinez quoi, le chef du seul parti qui était résolument contre les mesures qui ont été prises durant la pandémie et qui tuaient la liberté des gens. Alexis Cossette-Trudel a déclaré traître le chef de parti qui a décidé de se battre contre les mesures sanitaires qui tuaient la liberté des gens. J'avoue que je la comprends pas. J'avoue que je la comprends pas. Si Éric Duhaime était vraiment un traître, eh bien, Alexis Cossette-Trudel en aurait les preuves en main, qui disait, et il les aurait publiées. S'il n'était pas un traître, il n'y avait pas à l'accuser de traîtrise. Dans ce cas-là, pourquoi accuse-t-il Éric Duhaime d'être un traître envers le parti? Et de quelle manière a-t-il trahi? Et au bénéfice de qui a-t-il trahi? Et qui l'a corrompu pour l'amener à trahir? Dans le fond, là, c'est tout ça, là, tout ça mis ensemble. Oui, je sais, il y en a qui vont dire Éric Duhaime a un passé louche. Éric Duhaime était avec la NED en Irak, qui est une organisation proche de la CIA. Il a été dans plusieurs partis politiques. Il a été indépendantiste, il est passé à des partis fédéralistes. Et, oui, il a fait tout ça. Ce qui a été un peu mon cas. Quand j'étais kid, j'étais fédéraliste. Après mon bac en histoire, je suis devenu indépendantiste. Je n'ai pas changé depuis. Mais est-ce que je voterais oui à un référendum du Parti québécois en 2022 s'il avait la possibilité de le faire? Non. Non, parce que je n'ai pas confiance. Parce qu'ils sont inféodés au Forum économique mondial, eux aussi. Ils reprennent le même agenda, comme QS, comme la CAQ, comme le Parti libéral du Québec. Donc, je voterais non, mais parce que je n'aurais pas la certitude qu'ils soient vraiment, qu'ils fassent vraiment le projet qu'ils disent vouloir faire. Donc, non. Enfin, je trouve ça pénible parce que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui faisait quelque chose de bien et qui était cohérent dans son action, là. C'était pas à des fins électoralistes. C'est pas oui, je vais dire ça et puis après ça, je vais faire autre chose. Non, le reste de son programme était à l'avenant, était inspiré du même désir de liberté pour les Québécois, réduction des impôts, réduction des contraintes qui sont inutiles, augmentation des limites de vitesse sur les autoroutes, qui sont à 100 actuellement et qui voulaient faire passer à 120, qui est la vitesse réelle, au fond. Toutes sortes de mesures pleines de bon sens et qui auraient allégé le fardeau fiscal des Québécois. Mais arrive Alexis Cossette-Trudel, le héros de la Résistance, qui accuse Éric Duhaime de traîtrise. Je la comprends pas. Mais je la comprends pas du tout. Ça soulève des doutes sur comment je dirais, les motifs qui sont derrière cette attaque-là. Et bon, évidemment, sur mon Twitter, dès que j'ai
J'ai dit que c'était con comme démarche, que c'était stupide. Euh, Évidemment que je me suis fait rentrer dedans. Et là, je me suis livré à une orgie de blocage de comptes. J'en ai fait aussi préventivement. Il y a beaucoup de monde que je suivais ou qui me suivait que j'ai bloqué parce que c'était des relais d'Alexis Cossette-Trudel. Et puis, je m'excuse, mais si on veut faire quelque chose d'utile, on ne peut pas s'attacher ou on ne peut pas accorder de l'attention à ça. C'est contre-productif. Et c'est malheureux parce que je le dis, j'ai déjà rencontré plusieurs fois, je le respecte. Moi, j'ai une particularité, j'ai de l'admiration pour l'intelligence, où qu'elle soit. Si je rencontre quelqu'un d'intelligent, je vais admirer son intelligence, puis je vais l'étudier, je vais essayer de la comprendre. Je vais essayer de voir comment elle s'articule, sur quel axe, avec quel postulat, quelle prémisse dans ses raisonnements. J'aime voir une intelligence qui travaille et qui se déploie. Peut-être vous pouvez m'appeler fétichiste, je ne sais pas, mais j'aime ça. Alors quand je vois quelqu'un de brillant, même si c'est quelqu'un qui véhicule des valeurs que je méprise au plus haut point, je vais quand même respecter son intelligence. Et puis donc, je respecte beaucoup celle d'Alexis Cossette-Trudel. Ce qui m'inquiète, c'est... pas qui m'inquiète, ça me questionne, c'est comment il l'utilise, à quelle fin. Et ça, bien évidemment, je ne le saurais pas parce que je n'irai pas lui demander, je n'irai pas le questionner. J'ai même pas envie de le faire. Mais à partir du moment où je vois que c'est quelque chose de négatif et de mauvais, là, à date, là, ce qu'il a fait, c'est que de la médisance. Puis ça, si vous me connaissez le moindrement, je ne suis pas capable d'aller médire de quelqu'un simplement pour le détruire. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ça que tu fais, Vic. Pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de vous expliquer un événement qui s'est passé au Québec qui implique une personne qui visait une autre personne et pourquoi j'ai trouvé cet événement-là négatif, néfaste et stupide au fond. Là. Donc, on est une petite province, mais il se passe quand même des luttes et des choses fondamentales. Qui aurait cru que le Québec aurait été un des plus fidèles suiveurs du Forum économique mondial? Qui aurait cru que Legault et Dubé, son ministre de la Santé, apparaîtraient en public en faisant des signes 666 avec les doigts? Même chose pour Manon Massé, même chose pour Dominique Anglade. Manon Massé qui était la chef des communistes de Québec solidaire et Dominique Anglade qui était la chef du Parti libéral du Québec, qui est dans le fond le parti des anglophones au Québec et des minorités linguistiques de langue anglaise. Tous ces gens-là sont apparus en public à peu près en même temps pour faire le symbole 666. Comme Ford en Ontario, le premier ministre Ford qui est apparu en conférence de presse, son attaché de presse à côté, rentré sur la scène, a fait 2 signes maçonniques. Bon. Et comme on en voit partout, on a vu Macron en faire avec la majorité des députés qui étaient avec lui. Pas des députés, mais des ministres de son conseil, je pense, ou de son cabinet. Enfin, peu importe. Et puis ça, on en voit un peu partout. Donc, le petit Québec, là, où il ne se passe jamais rien, ben, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites ici, et ce serait bien qu'on commence à les regarder avant qu'il soit trop tard. Bon, et le survivalisme dans tout ça, où est-ce qu'il est? Parler de politique, parler d'élection, il est où, du survivalisme? Il est dans tout ça. Je l'ai déjà dit, là, le survivalisme, c'est pas une question d'avoir des listes de matériel, puis de cocher si on les a, si on a ce qui se trouve sur la liste.
Le survivalisme, c'est d'être aussi à l'affût des événements. C'est aussi être attentif au pouvoir qui s'exerce autour de nous. C'est aussi surveiller de loin ce qui se passe à l'étranger. Parce que dans une société globalisée, les problèmes qui se passent à l'étranger finissent par se passer chez nous. Et la preuve, c'est que vous avez des sacs de pommes de laitue à 15 $, ce qui est un coût prohibitif. Mais pourquoi on a ça? Et pourquoi les prix augmentent? Et pourquoi il y a peu de logements? Et pourquoi le pétrole coûte cher alors qu'il y a quelques années, alors qu'il se vendait le même prix sur la scène internationale, il était plutôt autour de 1,10 $ le litre, et peut-être un peu moins même. Pourquoi? C'est ça le survivalisme aussi. C'est savoir faire, posséder ce qu'il nous faut et se demander pourquoi les choses se passent. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez commencer à poser les questions, vous commencez à trouver des réponses. C'est les bonnes, c'est pas les bonnes, c'est pas grave, mais au moins vous avez une petite prise sur la réalité. Et à partir du moment où vous avez une petite prise sur la réalité, vous avez en quelque sorte un peu le contrôle sur la réalité qui est autour de vous et que par définition, vous ne contrôlez pas. Ce qui fait qu'en bout de ligne, vous êtes beaucoup moins surpris par ce qui arrive et ça vous donne peut-être la petite heure, la petite journée, la petite semaine ou le petit mois pour faire face à une situation spécifique qui est en train de vous rentrer dedans et que vous aurez vu avant les autres, ce qui vous aura donné l'occasion de vous préparer et de moins en subir les conséquences. Bon, là-dessus, j'ai assez blablaté. J'avais dit il y a quelques semaines que je voulais revenir à des sujets plus terre à terre. Ben, j'ai manqué mon coup cette fois-ci. J'en suis désolé. J'espère que ça a quand même été intéressant pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour l'Opus 10, l'Opus 10 déjà, qui va sortir dans quelques semaines. J'avais annoncé sur mon Twitter que je vais avoir une invitée de marque d'ici quelques semaines. C'est une question de disponibilité. Elle a dit oui. Maintenant, elle vit à l'étranger, donc ça veut dire des heures différentes. Elle est très occupée aussi. On va se trouver un temps et puis je vais canner tout ça. Et puisque j'étais passé dans le Patreon de Pierrot, et puis qu'on a recommencé, on a convenu d'en faire d'autres ensemble, quoi. Et puis, je vais essayer d'en faire avec lui bientôt. Et on s'est promis qu'on allait refaire un poisson d'avril, comme dans le temps. Et puis, je suis retourné voir les anciens que j'ai gardés en archive. Et puis, bon, c'est vrai, c'était drôle. C'était drôle, on s'amusait bien. Donc, je peux vous dire, là, je tue la surprise, là, mais je pense que ça va être notre 4e poisson d'avril. Je pense qu'après 3 fois, là, vous vous doutez bien que ce qu'on publie un 1er avril, là, c'est pas sérieux. Donc, je ne détruis pas l'effet de surprise, parce qu'il n'y en aurait pas eu de toute façon. Alors, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on prend notre envol. Je vais essayer de plus en plus d'amener des invités. Je veux amener des invités qui vont apporter de la valeur, qui vont pas dire ce que moi je dis, pas répéter ce que moi je répète, mais amener un autre point de vue, amener même parfois même une confrontation de point de vue. Et puis, vous avez une garantie, toutes les personnes que je vais inviter et que je vais interviewer, je vais les laisser parler. C'est ce que j'ai toujours fait dans le passé parce que toutes les personnes que j'ai interviewées, c'était toutes des personnes que j'admirais. Alors, ne vous attendez pas des entrevues pièges avec moi. Ce n'est pas le genre de la maison. Bon, là-dessus, assez parlé. Je vous remercie d'avoir encore une fois été présent. Je vous dis, faites attention à vous, soyez prudents et à la prochaine.